Allô Catherine, Salut Charline, comment ça va? ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Tu nous appelles d'où, Catherine? De Montréal au Québec. Yes, parfait. Catherine, moi je suis hyper contente qu'on aborde ce sujet-là sur la chaîne parce que c'est super important, on l'oublie bien souvent. Donc je vais te laisser te présenter ton activité et ton chemin de vie aussi. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à cette activité-là? Bref, je te laisse avec tes mots te présenter. Parfait. Alors, je m'appelle Catherine Goulet. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute en santé sexuelle. J'ai été diplômée du baccalauréat en sexologie à l'Université du Québec à Montréal en 2022. Donc, ça fait tout juste un an maintenant que je suis diplômée. Et mon expertise s'articule autour des douleurs sexuelles et douleurs génitales hors contexte sexuel et douleurs pelviennes. Les douleurs pelviennes m'intéressent aussi, bien que ce soit plus une expertise qui est laissée là, aux physiothérapeutes en rééducation périnéale, mais j'aime bien justement travailler en collaboration avec ces professionnels-là. Et comment j'en suis venue à faire un deuxième baccalauréat, parce que oui, c'est un deuxième baccalauréat. J'ai passé 8 ans à l'université. Bonjour, stress chronique. Alors, oui, dans justement, notamment dans des programmes qui sont contingentés, tout comme la sexologie au Québec. J'ai aussi un certificat en psychologie, qui est également un autre programme contingenté, et un certificat en sciences sociales, et finalement un certificat en intervention éducative en milieu familial et communautaire. Et ces trois certificats-là ont créé mon premier baccalauréat, un baccalauréat multidisciplinaire. Qu'est-ce que c'est la santé sexuelle, Catherine? La santé sexuelle, ben, c'est toutes les dimensions reliées aux relations intimes, à l'intimité aussi avec soi, hein. Si on parle de la masturbation en solo, on parle de s'exciter soi-même, de se trouver beau, belle. C'est aussi toutes les violences qui sont liées, hein, à la sexualité, les agressions sexuelles, l'inceste. Donc, quand je parle d'agression sexuelle, j'inclus toujours à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, même chez les personnes vieillissantes. C'est vraiment, il n'y a pas d'âge, malheureusement, pour subir ce type de crime à caractère sexuel, de violence à caractère sexuel. Il y a aussi les violences gynécologiques et obstétricales. Des fois, il y a des femmes à qui j'en parle et ne savaient pas que ça existait. Eh bien, oui, ça existe et je vous dirais dans beaucoup de pays occidentaux, pour ne pas dire même la plupart. Qu'est-ce que c'est aussi la santé sexuelle? On peut penser aussi à l'excision qui existe dans certains pays d'Afrique. Donc, là aussi, ça affecte la santé sexuelle de la femme, bien sûr, parce que son organe de plaisir premier au niveau génital est bien sûr le clitoris. Euh, donc, c'est aussi le rapport avec soi, l'image corporelle qu'on a envers soi. C'est la santé mentale aussi qui a un effet bien souvent sur la santé sexuelle. C'est tellement de choses, la santé sexuelle. Ouais, moi, je suis vraiment contente qu'on aborde ce sujet-là, puisque tout le monde a un sexe, tout le monde fait de la sexualité au moins une fois dans sa vie, et je trouve ça important qu'il y ait des gens comme toi qui soient spécialisés là-dedans, puisque souvent c'est beaucoup tabou, et il y a des thérapeutes comme toi qui sont là pour ça, qui sont là pour surtout écouter et donner des pistes. Donc, je suis vraiment contente qu'on aborde ce sujet-là. En plus, ce que j'aime chez toi ce que j'aime chez Catherine, c'est que quand on parle de santé sexuelle, on dit les mots, quoi. On va parler d'un clitoris, on va parler d'un pénis, d'un vagin. Et on est là, il n'y a pas de tabou. Ça, c'est génial. Même Catherine, la première fois qu'on s'est eu, elle a tout de suite employé les mots. Donc c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que ok là on va parler sans tabou de la santé sexuelle et bien sûr des douleurs parce que c'est ta spécialité. Euh, Mhm. donc voilà, moi je suis vraiment contente que tu sois là Catherine pour parler de tout ça. Ben, merci de mentionner ça parce qu'effectivement, les mots, non, je ne prends pas de détour avec les termes. Puis, tu sais, il y a des personnes qui choisissent d'avoir d'autres termes pour parler d'une vulve, d'un vagin, d'un pénis. Euh,
Mais par contre, il faut savoir, j'ai pas toujours été à l'aise du tout à parler de sexualité. OK? Moi, mon parcours est vraiment ponctué de dysfonction sexuelle. Je dis vraiment le terme dysfonction sexuelle parce qu'effectivement, j'avais et j'ai reçu des diagnostics à cet effet-là. Euh, donc, on parle ici de vaginisme, donc impossibilité d'être pénétré ou de même porter à l'adolescence des tampons. Moi qui étais une grande sportive, c'était comme un échec total. Donc, puis tu sais, aussi la manière, des fois qu'on est élevé, on peut avoir été élevé dans des familles où la sexualité était taboue. Donc, il n'y avait pas une aisance à parler de ce sujet-là. L'éducation sexuelle, si je réfère à mon vécu dans les années 90, 80, c'était réservé à majoritairement l'école qui ne faisait pas un super en tout cas, faisait avec ce qu'elle avait, hein, ce qu'elles avaient, les écoles. Souvent, des professeurs qui étaient assignés pour donner cette matière-là, mais qui n'étaient peut-être pas eux-mêmes ou elles-mêmes à l'aise de parler de tout ça. Donc, je pense que les enfants des années 90, on a grandi aussi là-dedans. J'espère beaucoup qu'il y a des personnes qui sont sorties de ce lot-là et qui ont eu une éducation sexuelle meilleure que celle que j'ai eue. Mais ça a fait en sorte que moi, j'étais pas très à l'aise avec toutes les difficultés sexuelles que j'avais, tu sais, jusque toute la vingtaine aussi, là. Puis encore aujourd'hui, j'ai plusieurs défis qui s'expliquent par plusieurs facteurs, mais c'est ça. Oui, j'ai développé cette expertise-là parce que moi-même, j'ai eu toute ma vie des défis au niveau des douleurs sexuelles et j'ai trouvé, premièrement, qu'on n'en parlait pas assez même au baccalauréat en sexologie, c'est très peu. Je vous dirais que ma force ou l'avantage d'avoir développé cette expertise-là, c'est que je viens pallier à une lacune sur le marché par rapport aux personnes diplômées en sexologie au baccalauréat et qui n'ont pas poursuivi là, leurs études supérieures, par exemple. Elles ne se sentent pas bien équipées avec leur clientèle qui ont des douleurs et il y a des sexologues qui viennent carrément me demander conseil en privé sur leur clientèle qui ont des douleurs sexuelles. Donc, ça, c'est une force que j'ai, bien entendu. L'autre force, l'autre avantage que ça peut avoir, c'est que je suis tellement la personne le mieux placée pour comprendre cette clientèle-là. J'ai les connaissances théoriques, j'ai le vécu, j'ai les choses qui ont fonctionné ou pas sur moi. J'ai toutes les lectures que j'ai faites en parallèle lors de mon baccalauréat. Moi, je faisais mes travaux là-dessus, là. Moi, je savais où je m'en allais. Puis les professeurs, des fois, me disaient, ben là, il n'y a pas juste ça là, comme sujet, là, tu peux prendre un autre sujet. Moi, je disais rien. Je disais, oui, oui, mais moi, je savais très bien où je m'en allais après le baccalauréat. Je m'en allais en pratique privée avec cette expertise-là. Oui, parce que c'est ton chemin aussi. C'est ce qui a fait que ton expertise a grandi là-dedans. C'est parce que il y a tout ton vécu derrière. Et souvent, ce qui nous arrive, c'est assez dur, mais au final, ça l'a transformé en une force pour aider les autres. Oui, c'est très important pour moi d'apporter cette aide-là parce que souvent aussi, les personnes de sexe féminin qui ont des douleurs sexuelles sont pas toujours, du moins, elles ne se sentent pas appuyées, supportées par certains professionnels de la santé. Donc, moi, je viens un peu les guider là-dedans. Puis, parfois même, il y a des changements radicaux qui se produisent après avoir aidé ces personnes-là. Donc, c'est sûr que c'est gratifiant. Génial. On peut peut-être commencer par le consentement sexuel, qui est Ok. parfois pas toujours bien compris là, par l'ensemble de la population. Certaines personnes, évidemment, sont mieux renseignées que d'autres. Donc, je voulais juste mettre les choses au clair de ce côté-là. Euh, donc, consentement sexuel, c'est quoi? C'est obtenir l'accord d'une personne avant qu'on la touche, qu'on ait un rapport sexuel avec elle, qu'on l'embrasse. Ça peut même être aussi un câlin, hein? Souvent, je pense qu'on a entendu parler dernièrement, les enfants à Noël, tout ça, dans les dernières années, on essaie de leur inculquer, vous n'êtes pas obligé d'accepter le Mm. bisou de ma tante une telle, votre oncle un tel, si vous n'avez pas envie qu'on vous touche, c'est quand même une intrusion. Moi, par exemple, j'ai jamais aimé ça, la bise. Moi, je préférais les câlins. Donc, c'est quelque chose qu'on peut dire aussi. Hey, je Mm. préfère un câlin. Tu sais. J'ai vu que tu t'enlignais. Regarde, on se donne ça un câlin? C'est correct pour toi? Oui, OK. Bon.
Euh, mais dans le cas du consentement sexuel, c'est ça, les baisers, les toucher, rapport sexuel, obtenir l'accord de son, sa ou ses partenaires. Puis, il est toujours possible de le retirer aussi au courant de l'acte sexuel Très important. ou même des préliminaires, hein. Mm. Et ce que la loi dit, si on parle au niveau des adolescents, par exemple, ou des enfants, donc une personne de moins de 12 ans au Québec n'est pas considérée comme apte à consentir à un rapport sexuel. À partir de 12 ans, il faut que l'écart soit moins de 2 ans. Donc, un ado de 12 ans peut avoir un rapport sexuel consenti avec un autre ado de 12 ans, avec un ou une autre ado de 13 ans, mais pas de 14 ans. OK? Donc, c'est 14 ans moins un jour, souvent, qu'on dit. Donc, 13 ans et demi, 13 ans, trois quarts, ça va. Une personne de 13 ans peut consentir à une activité sexuelle si l'autre personne a moins de 15 ans. Et pour les ados de 14 ans, ils peuvent aussi consentir à une activité sexuelle si l'autre personne a moins de 19 ans. Mais l'âge légal pour consentir à une activité sexuelle est fixé à 16 ans. Donc, à partir du fait que la personne a 16 ans, elle peut consentir à des rapports sexuels. Donc, ça, c'est vraiment très général en gros. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, il y en a amplement sur le site web de Éducalois. Alors, voilà, je C'est pense bien que c'est que tu pour ça. commences par ça, parce que c'est quand même la Mhm. base d'une bonne sexualité saine, c'est le consentement. Oui, oui. Euh, Puis, oui, dis-moi. non, mais je voulais juste apporter, tu sais, aussi des agressions sexuelles, parce que là, ça fait quand même un petit pont, hein, consentement avec agression sexuelle, peuvent être avec ou sans toucher, hein. Donc, si je prends l'exemple du métro de Montréal, OK? Donc le réseau de transport en métro à Montréal, à tous les jours, on m'a dit qu'il y avait du voyeurisme. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que si tu montes les escaliers en pleine heure de pointe, tu es en robe, en jupe courte, euh, il y a des personnes qui, en fait, photographient en dessous des jupes et des robes. OK? Puis ça se passe pas juste dans le métro de Montréal, je tiens à le préciser, là. Qu'est-ce que ça fait, ça, à la personne? Ça fait que ça se peut qu'elle soit plus capable de porter ce vêtement-là. Si elle s'en rend compte, bien évidemment. Hein, ça se passe aussi beaucoup dans comment dire, c'est très insidieux, là. La personne profite du fait que c'est bondé et tout le monde est collé. Donc, ça se peut très bien que la personne ne s'en rende pas compte. Il y a aussi du frotteurisme, donc là où il y a un contact. Euh, Moi, j'ai déjà été témoin de ça, là. Une jeune femme, peut-être même ado, là, je ne sais pas elle avait quel âge, là, peut-être début vingtaine même. Le wagon était même pas bondé, puis il y a un homme qui lui touchait les fesses avec sa main. Puis quand il est sorti, je suis allée voir cette jeune femme-là, je lui ai dit, est-ce que tu le connais, cet homme-là? Elle dit non. Est-ce que tu as remarqué qu'il touchait les fesses avec sa main? Elle dit non. Donc, hein, comment qu'on peut voir comment c'est insidieux, comment ça peut être subtil, mais il n'y a aucun consentement là-dedans, Mm. qu'on s'en rende compte ou non. Mais de quel droit ces gens-là osent-ils aller chercher de l'aide, s'il vous plaît, si vous avez tendance à faire ça? Il y a de l'aide qui existe pour vous. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, oui, bien sûr, parce qu'en plus, je pense qu'il n'y a aucune femme qui, qui est dans sa vie qui peut dire que ça lui est pas arrivé. Je pense malheureusement, on en est là, ou alors très peu. J'ai pas les chiffres, j'ai pas fait de recherche, mais je pense qu'il y a Mhm. très peu de femmes à qui ce n'est pas arrivé, Ça ne malheureusement. m'étonnerait pas, effectivement. Qu'est-ce que tu penses de l'éducation sexuelle aujourd'hui, de nos jours? Je pense qu'elle s'est quand même beaucoup améliorée. Ok. Le gouvernement a beaucoup encouragé, en fait, il a fait une refonte du programme aussi d'éducation sexuelle. Il a beaucoup encouragé le fait que ce soit donné par des sexologues, si je ne m'abuse. Du moins, c'est ce qu'on m'a appris là au cours du baccalauréat. Donc, c'est pourquoi il y a souvent plusieurs sexologues en fait, une sexologue, disons, attitrée dans chaque école ou une sexologue qui elle-même va dans plusieurs écoles.
pour offrir des ateliers d'éducation à la sexualité. J'en connais une excellente d'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil, Laurence Desjardins, elle est très présente dans les écoles, auprès des ados, elle fait un travail formidable, c'est une sexologue et elle a même écrit un livre aussi, si je ne m'abuse. Bref, c'est vraiment une sexologue aguerrie et passionnée par l'éducation sexuelle, on le voit. Donc, ces personnes-là, ces professionnels-là sont importantes dans le réseau scolaire. Et c'est ça, comme je disais tout à l'heure, je trouve que ça s'est vraiment amélioré par rapport aux années 80-90. Euh, Par contre, ce que j'ai su, c'est que le contenu et la fréquence de l'éducation à la sexualité est vraiment euh, pas uniforme, est vraiment inconstant d'une école à l'autre, est différent. J'avais une petite donnée là-dessus, attends un petit peu. Oui, c'est ça, ça varie beaucoup justement d'un jeune à l'autre. À cause de la fréquence du contenu, des cours à la sexualité sont inégaux, bon, d'une école à l'autre. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça? Ça fait en sorte qu'il y a plusieurs jeunes qui n'ont pas reçu, euh, qui ont reçu en fait ouais, aucune éducation sur certains sujets importants comme les relations saines et égalitaires, euh, il y a un écart entre la sexualité et ce qu'on voit dans la pornographie, hein, parce que la pornographie, elle est beaucoup plus accessible qu'auparavant, là, dans le club vidéo, dans le fond du local. Je veux dire, c'est ça, on ne pouvait pas aller là si on n'avait pas 18 ans. Donc maintenant, avec les cellulaires, la technologie, c'est très accessible. Donc oui, il faut qu'il y ait de la sensibilisation qui est faite de ce côté-là aussi. Qu'est-ce que ça a comme autre conséquence? Ben aussi, ils ne sont pas assez informés sur la communication sexuelle, sur même les douleurs sexuelles. Euh, Vraiment, là, ça, c'est une lacune. Faut pas normaliser du tout, comme le font certains professionnels de la santé, les douleurs sexuelles. Dans les premières années de la vie, je dirais premières années de l'éveil sexuel, là, en termes d'adolescence et jeune adulte, dans cette période-là, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal à l'adolescence de ne pas être capable d'insérer de tampons. C'est normal que ce soit un peu difficile ou sensible la première fois. Mais quand tu passes une boîte de tampons, puis que ça ne rentre pas, et que ça crée une détresse chez la fille, s'il vous plaît, chère maman, cher papa, observez, observez comment elle réagit, observez comment ça l'affecte et demandez-lui si elle a envie d'aller consulter. Puis, parlez-lui, s'il vous plaît, de la rééducation périnéale, qu'on ait eu des enfants ou non, qu'on soit enceinte ou non, qu'on ait un vagin, un pénis. C'est pour tout le monde, la rééducation périnéale. Tout le monde a un plancher pelvien et ça peut vraiment avoir un grand impact sur la santé sexuelle future d'une fille qui est aux prises avec ce type de difficulté-là à l'adolescence. Et aussi, je voulais juste dire que l'âge moyen de la première pénétration, pénis-vagin, est maintenu dans le temps depuis plusieurs décennies. C'est 17 ans. OK? Donc, 17 ans, 16 ans, 18 ans, c'est normal. Les personnes, disons, à l'adolescence qui sont plus considérées sexuellement précoces, elles vont avoir entre 13 et 15 ans et demi. Puis là, on s'entendra qu'en bas de 13 ans, c'est très précoce. Puis les personnes qui se sentent un petit peu comme off-time, là, en retard des autres, on les appelle les tardifs. Ça va être considéré à 18 ans, attends, je vais juste être certaine, de 21, 18 ans. Ouais, si je me rappelle bien, c'est 18 ans, ben 18 ans et demi, 21 ans. Mais je tiens juste à préciser que vous êtes normal quand même. Il ne faut pas oublier que 17 ans, c'est une moyenne. Même si vous avez votre première fois à 19 ans, vous êtes normal. C'est juste que les tardifs sont assez stigmatisés. Puis on s'entendra qu'un jeune adulte, un ado, n'a pas envie, comme tout être humain, d'être stigmatisé. Donc, il y en a qui vont se précipiter pour ne pas être des tardifs et finalement
n'auront pas été prêts et prêtes. Ils vont le faire plus jeunes que 19 ans, 20 ans. Ils vont le faire plus jeunes que peut-être même 17 ans. Donc, des fois, ça peut être quelque chose qu'on peut remarquer, mais vraiment, parce qu'il y a comme une pression aussi de l'horloge sociale par rapport au premier rapport sexuel. Puis en fait, il est vécu différemment selon les genres. Les garçons vont le vivre comme un rite de passage. Ah, maintenant, je suis un homme. Alors que chez les filles, il va y avoir beaucoup plus d'ambivalence. Mm. Elles vont se sentir comme, est-ce que j'ai aimé ça? Est-ce que c'est normal que j'ai ressenti ça? Est-ce que, à un moment donné, il a fait ça, il m'a dit ça. Est-ce que c'est correct? Comment je, tu sais, ils ont de la misère des fois comment dire, prendre conscience de comment ils se sentent justement après leur première fois. Donc, voilà ce que j'avais à dire rapidement là-dessus. Mais justement, tu as parlé de la pornographie tantôt. Hum, Est-ce qu'il n'y a pas justement cette ambivalence-là en pensant que les jeunes aujourd'hui, quand ils regardent la pornographie, ils pensent que ça se passe forcément comme ça? Tu penses? euh, je pense que oui, il est possible justement que certaines adolescentes, certains adolescents tiennent compte de ce qu'ils, elles et elles voient dans la porno. Mais il faut savoir que souvent, il y a des scènes truquées. Souvent, ce n'est pas du vrai sperme qui sort. Mm. Souvent aussi, les femmes vont devoir appliquer du gel anesthésiant. Si je pense, par exemple, du gel de lidocaïne, qui est prescrit aussi chez certaines femmes qui ont des douleurs sexuelles pour s'être briser là, le cercle vicieux. Euh, Parce que, pour pas qu'elles aient mal, justement, ces actrices porno-là. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on devrait porter du gel anesthésiant? Saviez-vous que ça coupe aussi le plaisir? Parce que si vous ne ressentez pas de douleur, ça se peut que vous ressentiez beaucoup moins de plaisir. Ça se peut aussi que vous ressentiez que vous n'êtes pas assez lubrifié. Comprends-tu Oui, où est-ce que ça peut mener? oui, bien sûr. Puis aussi parfois, ces actrices-là, les termes de leur contrat sont pas toujours respectés. Donc, il peut y avoir des actes sexuels qui sont non consentis. OK? Donc, c'est pas ça la vie. Oui, c'est pas ça. C'est pas ça du tout la vie, là. Mm. Oui, oui, c'est bien ça. On n'est pas du tout dans une relation saine quand, durant ces films-là. Mais tu as l'impression que tu en vois tellement partout de ces scènes-là. J'ai l'impression que la sexualité, c'était un tabou, comme tu disais, dans les années 80-90. Puis aujourd'hui, c'est à portée de main de tout le monde. On va pas se mentir. Aujourd'hui, un site pornographique, tu as juste une touche à faire pour Mhm. accéder à ces contenus-là. On n'est pas dans une santé sexuelle bienveillante ni saine. Euh, mais malheureusement, il y a encore des personnes qui pensent que la vie, c'est comme ça. Et c'est bien dommage. Je trouve ça important ce que tu viens de dire parce que ça m'amène à te dire que, effectivement, la sexualité est passée de la sphère privée à la sphère publique dans la société. Il y a des activités, même chez les adolescents, qui sont sexualisées. Si on pense, par exemple, aux danses, là je m'y connais pas trop là, dans les endroits, parce que moi, en tant qu'adolescente, moi, j'écoutais plus du punk, du hardcore, puis du metal, là, côté musique, donc j'allais pas On est pareil. danser. Ah, OK. Donc, j'allais pas danser. Je suis pas une personne qui aime danser, là. J'ai plus headbangé, hein, faire danser mes cheveux et ma tête dans ma vie. Alors, c'est ça. Il y a certaines danses sur bon, certains types de musique qui se dansent comme ça, où la fille danse et soudain, elle est prise en sandwich par les garçons qui se frottent les organes génitaux sur elle. Souvent, en fait, sur le coup, elle fige un peu, puis elle continue en se disant, OK, ben là, je ne serai pas rejetée si je continue. Tu sais, j'aurais pas l'air d'une sainte nitouche là, si je continue. Puis, tu sais, il y a toujours la peur du jugement, l'opinion Bien des sûr. autres, vouloir être accepté dans le groupe. Le sentiment d'appartenance, on se rappellera, à l'adolescence, c'est très important. Mm, mm. Donc, après, en fait, souvent, ces filles-là regrettent ce qui s'est passé parce qu'elles Bien sûr, n'étaient pas d'accord. bien sûr, bien sûr. Et quand une personne vient te voir, est-ce qu'elle a forcément des douleurs? Parce que je sais que c'est ta force et heureusement. Ou est-ce qu'on peut aller voir quelqu'un, un sexologue, parce qu'on veut simplement
apprendre à connaître comment va notre santé sexuelle, est-ce qu'on est correct? C'est différent d'une gynécologue, on s'entend, Oh, attends, je suis pas certaine d'avoir bien compris ta question quand tu as dit gynécologue. hein. C'est différent de venir te voir toi OK, qu'une oui. gynécologue. Oui, oui, bien sûr, parce que là, il y a l'aspect biomédical, l'aspect mécanique, physiologique, là. Puis les médecins sont formés pour diagnostiquer et prescrire des médicaments. Donc, oui, c'est bien sûr, c'est très différent. Premièrement, moi, je ne suis pas sexologue, mais en sexologie, il y a tellement une panoplie de difficultés, d'enjeux pour lesquels une personne peut avoir besoin de consulter. En ce qui me concerne personnellement, en tant que thérapeute en santé sexuelle, oui, moi, j'accepte des personnes qui n'ont pas de douleur sexuelle, bien sûr. Par contre, j'ai aussi des services qui sont exclusivement offerts à la clientèle qui a des douleurs sexuelles et qui ont des organes génitaux féminins. Donc, oui, j'ai eu des clientes qui n'avaient pas de douleurs sexuelles et comme j'ai un baccalauréat en sexologie, je suis quand même la bonne personne aussi pour les aider dans leurs diverses difficultés. Et c'est des adultes qui viennent te voir la plupart du temps? Oui, moi, j'ai décidé de travailler seulement avec une clientèle adulte. Donc, je te dirais, principalement, ma clientèle, elle est composée de jeunes femmes. Euh, j- Parfois, j'ai des femmes dans la trentaine, quarantaine, mais je semble attirer beaucoup les femmes qui sont encore aux études, là, au cégep, à l'université. Donc, je dirais 25 ans, 18, ouais, majoritairement 19-25 ans. Mais Donc, j'aimerais vraiment aider des femmes, en fait, tu sais, jusqu'à la ménopause, là. ouais, mais en même temps, 19-25 ans, c'est là où tu te poses le plus de questions. C'est là où vraiment ça change dans ta vie sexuelle. Euh, Tout à fait. Pourquoi on vient te voir? Est-ce que tu as des exemples de problématiques? Mhm. Oui, ça peut être une personne qui a des vaginoses bactériennes à répétition, par exemple, et qui, depuis en fait des années, qui a tenté beaucoup de choses pour essayer d'éradiquer ça, de briser le cercle vicieux, euh, qui a vu des professionnels de la santé, mais que les traitements ne lui ont pas réussi finalement et que ça revient toujours. Donc oui, j'ai eu une cliente comme ça, par exemple, qui m'a vue 3 fois et après 3 rencontres, il y a vraiment des choses qui se sont passées qu'elle n'avait pas vécues depuis longtemps. Elle avait aussi beaucoup moins de douleurs lors des rapports sexuels. Donc, tu sais, l'évaluation que je fais lors de la première rencontre, ça permet justement pour moi aussi de mieux comprendre la problématique de la personne, tout ce qu'elle a essayé, comment elle perçoit ses difficultés. Puis moi, à partir de là, je fais un plan d'intervention. Puis on l'applique après, tout simplement, qui est toujours aussi possible d'être changé là, en cours de route. Ça, c'est un exemple. J'ai aussi des femmes qui ont de la vulvodynie, donc douleur vulvaire. Ça peut être sous forme de vestibulodynie. Souvent, ça va être ça parce que c'est la plus commune, la plus répandue des vulvodynies. Donc, vestibulodynie, douleur au niveau du vestibule vulvaire qui est juste avant l'orifice vaginal. Donc, ça, oui, ça, c'est pas drôle être prise là-dedans. Je sais ce que c'est, donc ça me fait plaisir d'aider à ces femmes-là aussi. Puis, j'apporte beaucoup d'éducation sexuelle aussi, des recommandations, des conseils, mais beaucoup d'informations. Je fais beaucoup de transfert de connaissances. Oui, parce que en même temps, on n'a pas forcément. Bah, je pense qu'on a accès à ce genre d'informations-là, celles que les transferts de connaissances. Mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir une professionnelle qui soit devant toi en disant, voilà, moi j'ai des astuces, des conseils, on peut faire du transfert de connaissances pour mieux apprendre son corps. Au final, c'est un endroit du corps qu'on a vraiment du mal, surtout au niveau des femmes, parce que ben, je sais pas trop au niveau des hommes, mais au niveau des femmes, c'est un endroit du corps qu'on n'a pas forcément conscience de tout. Oh que oui, vraiment. Si je peux m'auto-dévoiler, là, juste en profiter avec cette petite porte que tu ouvres là, Bien sûr. euh,
Moi, je ne savais même pas à l'adolescence, puis au début de l'âge adulte, que j'avais des muscles dans le vagin. Je veux dire, je ne sais pas si je suis tout ça, je pense pas, là, parce que c'est quand même typique là, des femmes qui sont aux prises, ou des filles qui sont aux prises avec le vaginisme. On connaît souvent pas bien justement notre corps, cette partie-là. Si on développe une toute autre relation aussi, je pense que les garçons et les hommes par rapport à nos organes génitaux. Je suis tout à fait d'accord. Puis, tu sais, ça fait écho avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes une adolescente, vous êtes une mère qui avait une adolescente ou qui aurait une adolescente, vous êtes une jeune adulte, vous avez mal, vous ne comprenez pas bien comment est faite votre anatomie. Je parlais de rééducation périnéale tantôt. Si tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas capable d'insérer des tampons, vas-y voir une physiothérapeute. Elle va te l'expliquer. Puis elle va t'expliquer le rôle du plancher pelvien. Elle va t'expliquer c'est où ton périnée. Elle va t'expliquer tellement de choses. Puis après ça, moi, je travaille de concert avec ça. Comme là, j'ai une cliente qui va bientôt consulter une physiothérapeute en rééducation périnéale que je lui ai référée. Puis elle et moi, on va travailler de concert, puis ça va tellement être plus riche comme suivi. Vraiment, oui, c'est allez voir, s'il vous plaît, les professionnels en sexologie, les sexologues, les physiothérapeutes en rééducation périnéale qui vont vous expliquer votre anatomie si vous vous sentez démuni face à ça. Mm. Et dans ton transfert d'informations, comme tu disais, parce que tu fais beaucoup de transferts d'informations, tu as aussi pas mal de conseils que tu donnerais. Qu'est-ce que tu fais comme transfert d'informations? Est-ce que tu veux dire par rapport aux douleurs spécifiquement? Peu importe. Tu peux dire aussi les conseils que tu peux Hmm. donner ou ce genre de choses-là. Ouais. Ben, si on reste avec les douleurs, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous mettez au niveau de votre vulve et de votre vagin. Il y a plusieurs produits vendus en pharmacie qui ont des ingrédients pro-inflammatoires. Mm. Ce que ça veut dire, c'est que ça va créer de l'inflammation, ça peut débalancer votre flore vaginale qui est vraiment euh, vulnérable à tout changement. Euh, donc, si vous voulez un bon conseil, utilisez un lubrifiant. Puis ça, je fais une petite parenthèse, là, il n'y a pas d'âge, OK, pour utiliser un lubrifiant. Parce que Mhm. les femmes sont aux prises avec des douleurs chroniques sexuelles, souvent. Si on prend la vestibulodynie, par exemple, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est fréquent qu'il y ait une sécheresse. C'est une conséquence chez certaines de ces personnes-là. Donc, utilisez un lubrifiant, s'il vous plaît, de qualité qui a une composition qui va être en adéquation avec votre flore vaginale. Par exemple, la compagnie Yes. OK? Yes, qui a des produits biologiques et justement qui sont vraiment bienveillants pour votre vulve et votre vagin. Si vous voulez un lien pour le commander, j'ai une affiliation avec cette entreprise-là. Ça va me faire plaisir de vous donner le lien en commentaire. On pourrait peut-être le mettre d'ailleurs là, en temps voulu. Donc ça, c'est un premier conseil que je vais donner. Si vous n'aimez pas utiliser un lubrifiant, puis je veux juste dire en passant, yes, là, c'est autant à base d'eau, d'huile, hybride, donc un mélange des deux, même des hydratants vaginaux. Ils ont vraiment beaucoup de bons produits là, qui peuvent répondre à plusieurs besoins. Aussi, ce que je peux suggérer, c'est utiliser de l'huile de jojoba, de préférence pure à 100% et bio, de l'huile de chanvre. Moi, l'huile de chanvre, ça m'a tellement aidé dans mes douleurs, là. C'est une huile dont les lipides sont très, très près de ceux qui sont produits par le corps humain. OK? Donc, il n'est pas censé avoir de réaction. Puis quand on a des douleurs sexuelles, souvent, on va réagir à beaucoup de produits. OK? Puis aussi, s'il vous plaît, ne vous forcez pas à avoir des rapports sexuels s'ils sont trop douloureux. J'aime bien parler de l'échelle de 1 à 10, 1 étant pas très douloureux ou pas douloureux, 10 étant extrêmement douloureux. Si vous avez un rapport sexuel et vous considérez que vous êtes à 5 et plus, arrêtez. Arrêtez parce que votre cerveau va juste tout le temps se rappeler que les rapports sexuels sont douloureux. Ça, c'est quelques petits
conseils que je donne aussi à ma clientèle en consultation. Essayer de repérer ce qui déclenche la douleur, ce qui maintient la douleur, améliorer la communication sexuelle avec la ou les partenaires. Euh, Rapidement comme ça, je pourrais dire ça, là, c'est pas mal les conseils principaux que je donne. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, mais hein, on n'a pas 3 heures ensemble aujourd'hui. C'est cool. Est-ce que pour toi, toutes les femmes devraient aller voir, ne serait-ce que juste pour se connaître et pour avoir de l'information, est-ce que toutes les femmes devraient avoir soit un sexologue, soit une thérapeute en santé sexuelle? Ben, ça dépend. Il y a des personnes qui sont très autodidactes. Moi, je suis dans ces personnes-là, mais oui, bien sûr, dans ma vie, j'ai eu besoin de consulter à plusieurs reprises. Mais pour les personnes qui n'ont pas de difficultés, de grandes difficultés sexuelles, de détresse psychologique reliée à certains enjeux, certaines difficultés, qui n'ont pas de diagnostic non plus à cet effet. Il existe des plateformes hein, sur le web où vous pouvez par vous-même suivre des formations. Vous pouvez vous-même vous éduquer à la sexualité. Donc ça, pour les personnes autodidactes, ça peut être une belle option. Pour les autres personnes qui ont des difficultés, qui ont des douleurs, qui ont des patterns relationnels dans leur vie intime, amoureuse, sexuelle, etc., ben oui, pour ces personnes-là, c'est tout à fait pertinent là, de consulter une personne qui est formée en sexologie parce qu'elle regorge de connaissances que vous n'avez peut-être pas. Et pour toi, explorer son corps seul, c'est Comment? une bonne façon, pour toi, explorer son corps seul, c'est une bonne façon d'apprendre à se connaître. Je trouve que oui. Je trouve que oui. Puis l'exploration, c'est pas toujours avec le toucher. Ça peut être aussi carrément regarder ses parties génitales dans un miroir. Par exemple, tu sais, les miroirs de maquillage là, qui se pivotent, qui sont grossissants ou Ouais, tu sais, qui ont deux exact. faces, là. Bon, ben ça, si vous voulez apprendre à mieux connaître votre corps, où est votre urètre, ben, plus le méa urétral, ce qu'on voit à l'externe, où est-ce qu'il est, de quoi a l'air votre clitoris quand vous surélevez un petit peu le prépuce, donc le capuchon, de quoi ont l'air vos lèvres, petites lèvres, grandes lèvres, où est votre vestibule? Si vous avez vu, je sais pas, une image anatomique et vous dites, moi, est-ce que ça ressemble à ça aussi? Euh, Où est votre orifice comment gros est votre orifice vaginal? Où est votre périnée? Est-ce que vous pensez que vous avez l'air tendu? Parce que ça se voit, hein, juste dans un miroir. Un périnée tendu, là, vous allez voir que là, il faudrait un comparatif par contre, là, mais oui, vous pouvez toucher, mais on peut voir dans un miroir, disons en position tu sais, gynécologique, là, comme les Mhm. gynécologues voient, l'espace entre votre anus et la fourchette des petites lèvres en bas, donc la commissure postérieure, là, si je me rappelle bien du terme, ben, peut être rétréci lorsque c'est tendu. Alors qu'une personne qui va être détendue du périnée, il va avoir un plus grand espace. Parce que les muscles vont être plus spongieux, vont être plus souples, donc vont prendre plus d'espace au lieu de créer une petite boule de tension. D'où l'importance de se regarder seul et d'apprendre à se connaître seul aussi. Mais Comme oui. tu dis, ça passe pas que par le toucher. Mais oui, mais ça passe par soi-même, tout à fait, l'exploration de sa propre sexualité, de ses propres désirs, plaisirs, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Moi, je pense que si on ne connaît pas tout ça, ça va être un peu difficile de communiquer ce qu'on aime avec notre partenaire ou nos partenaires. Bien sûr, et puis tu peux parler de communication sexuelle avec son partenaire aussi, Mhm. important. Oui, parler aussi de consentement, donc s'assurer du consentement, euh, où on aime être touché, où on n'aime pas être touché, quand est-ce aussi qu'on veut des rapports sexuels. Donc, peut-être établir aussi un petit horaire, un planning, c'est aussi suggéré, surtout chez les parents qui ont des jeunes enfants, là, prévoir un planning d'activité sexuelle, ben, ça peut, comment dire, faciliter les rapprochements, la proximité, la cohésion de couple. Mhm. Parfait, c'est une bonne astuce, ça. Est-ce que tu voulais parler, toi, de tes astuces que tu avais notées?
Oui, je peux parler justement d'astuces pour les parents là, qui sont toujours en couple, là, donc qui demeurent ensemble avec les enfants, qui ont des enfants de 10 ans et moins. Je tiens juste à vous préciser que si vous trouvez que votre sexualité a pris un peu le bord depuis que vous avez des enfants, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait Mhm. normal et vous êtes sans doute pas les seuls à traverser cette période un petit peu plus de latence, là, où c'est un peu plus compliqué de s'organiser, d'avoir assez d'énergie, assez de temps, assez d'opportunités pour des rapprochements et rapports sexuels. Fait que j'ai quelques petits conseils. Je vais par contre vous les énumérer assez rapidement. Puis si jamais vous avez besoin de détails, là, vous pouvez m'écrire. On va sûrement mettre mon adresse courriel aussi dans Bien le... sûr. Bon, parfait. Donc, j'y vais. Premièrement, augmenter la séduction entre les partenaires hein, pour faire monter le désir et tout et tout. Soutenir davantage son ou sa partenaire a un impact aussi sur la qualité de votre intimité. Partager des valeurs, des buts communs également. Augmenter le temps de qualité passé ensemble, hein, temps de qualité. Donc, ce sera à vous, en tant que couple, de définir c'est quoi du temps de qualité pour vous. Ensuite, démontrer de la considération pour l'autre. Euh, si notre partenaire nous parle puis on l'ignore parce qu'on est trop pressé, on est trop occupé, on est trop stressé, il ou elle ne se sentira pas considéré. D'accord? Ensuite, oui, c'est ça, ça va augmenter la cohésion, le fait qu'il ou elle se sente considéré davantage. Miser sur l'attachement émotionnel, améliorer votre attachement émotionnel, augmenter la communication des besoins affectifs, romantiques et sexuels, bien évidemment. Cool. C'est des bonnes astuces. Je pense que ça va être noté, c'est Tant sûr. mieux. Donc là, tu nous as parlé des parents, justement pour les conseils pour les parents, pardon. Tu nous as parlé des conseils pour les parents. Et au niveau de l'abstinence, parce qu'on n'en parle pas, mais ça existe aussi. Mhm. Oui, que ce soit volontaire, une personne qui a quand même du désir, de la libido pour les autres, mais qui n'a pas, par exemple, de partenaire, ou ça peut être aussi une personne asexuelle qui a décidé de ne pas avoir du tout, parce que quand même, chez les asexuels, il y a des nuances, hein, et c'est pas vrai qu'ils n'ont pas du tout d'activité sexuelle, ça arrive, mais il y en a qui décident sont, il n'y a vraiment aucun intérêt avec personne en toutes circonstances. Donc, ça peut être, par exemple, un des effets, un plancher pelvien qui va être en moins bonne santé. Parce que oui, avoir du sexe, avoir des orgasmes, ça fait travailler la musculature du plancher pelvien. Donc, il y a plus de sang qui circule, tu sais, les fluides et tout. Ça le maintient en bonne santé, avoir des rapports sexuels, mais aussi, si on pense aux personnes qui ont un vagin, toute la membrane aussi du vagin, la muqueuse, elle va être en meilleure santé aussi. Ensuite, parce que, en fait, l'abstinence, justement, en parlant du vagin, ça peut créer un canal vaginal plus étroit, puis qui peut mener à des douleurs et des segments après une longue période d'abstinence, par exemple. Donc, c'est ça, la possibilité de vivre des douleurs et des segments. Un sommeil de moins bonne qualité que l'abstinence peut créer, et oui, car il y a moins de sécrétion de bonnes hormones, notamment les hormones du bonheur, les hormones de l'affection, l'oxytocine, par exemple. J'espère que je ne me suis pas trompée de terme, il me semble que c'est ça. C'est un peu loin tout ça. Mais oui, alors ça peut affecter notre sommeil aussi. Ça peut aussi générer un stress plus élevé et une humeur qui est affectée, donc une moins bonne humeur. Oui, voilà quelques effets néfastes dont on entend souvent peu parler, même qu'on parle pas beaucoup de l'abstinence, comme tu disais. Oui, c'est ça. Mais est-ce que pour toi, c'est relié aux émotions, la santé sexuelle, aussi à la santé mentale, d'après ce que tu nous dis par rapport à l'abstinence, pardon? Par rapport à oui, ben en fait, c'est sûr qu'il y a un lien à faire avec la santé mentale et la santé sexuelle à 100%. Ok. Par exemple, les personnes qui prennent des médicaments de type anxiolytique, antidépresseurs, certains de ces médicaments-là ont des effets secondaires sur la santé sexuelle, notamment la libido,
La possibilité d'atteindre l'orgasme. Chez les hommes, ça peut être éjaculation pardon, retardée euh, ou tout simplement l'impossibilité d'atteindre l'orgasme aussi chez certaines femmes, de ce que j'ai lu là, comme témoignage. Puis ça, vous pouvez en parler à votre médecin. Il existe d'autres médicaments qui peuvent aussi bien supporter là, votre diagnostic en santé mentale et votre santé sexuelle, justement, diminuer ces effets secondaires-là, diminuer l'impact ou justement d'autres médicaments qui ne créent pas ces effets secondaires-là. L'anxiété et le stress. Donc, quand je dis anxiété, c'est une personne qui a un diagnostic de trouble anxieux, par exemple. Ça a un impact. Ça a un impact. La personne elle va être beaucoup dans sa tête. Donc, elle ne sera pas dans son corps. Elle ne sera pas... son système nerveux, dans le fond, ne sera pas activé en mode parasympathique. Donc, on se rappellera que le système nerveux parasympathique, c'est celui qui nous permet de se sentir détendu, qui nous permet de ne pas être en rumination, de ne pas s'inquiéter, de ne pas être dans l'avenir et d'être plus dans notre corps. Et le stress. Le stress, moi, tu vois, certaines de mes clientes qui sont étudiantes là, au cégep, à l'université, où le stress affecte vraiment leur santé sexuelle. Vraiment, elles ont soit des douleurs, elles ont de la difficulté à être dans le moment présent, elles ont de la difficulté à être détendues au quotidien. Puis souvent, elles ne se rendent pas compte que ben, tout ça, ça crée des tensions qui sont emmagasinées dans le plancher pelvien, incluant dans les muscles vaginaux. Et ça crée une respiration qui est justement plus thoracique au lieu d'être diaphragmatique et abdominale. Donc, respirer plus du ventre et du diaphragme respiratoire juste en dessous de votre poitrine aide vraiment à détendre le plancher pelvien. Donc, moi, je vais leur donner des petits trucs aussi de respiration, des exercices de respiration qui vont notamment stimuler le nerf vague, qui est le plus long nerf du corps, si je me rappelle bien, qui a vraiment un grand impact sur la santé sexuelle parce qu'il y a des branches qui communiquent avec les organes sexuels, justement, puis qui a un impact même sur la digestion, vraiment sur la santé globale. Donc, c'est accessible à tous, à toutes. Puis, ça permet de se détendre au quotidien d'une manière toute simple. Vous pouvez même l'inclure dans votre routine du soir. Ça peut devenir une belle habitude à prendre. Donc, anxiété, stress, oui, ça, c'est très certain que ça a un impact sur la santé sexuelle. Je le vois dans ma pratique, c'est clair, net et précis. Cool. Wow. Tu nous as donné beaucoup d'astuces et de conseils tout au long de cette vidéo. C'était vraiment cool, mais pour terminer, moi, j'ai toujours une question de demander un conseil ou une astuce. Pour finir la vidéo, qu'est-ce que tu conseillerais en premier? Ça peut être très simple. S'il vous plaît, développez une bienveillance envers vous-même. Aimez-vous. Prenez le temps de développer cet amour de soi, une autocompassion. Arrêtez de vous taper sur la tête, de vous critiquer inutilement. Votre corps, là, il enregistre tout ça, ces mots-là négatifs que vous pouvez vous donner à vous-même, vos critiques. Donc, développer une belle bienveillance envers soi-même. Bon, ça, je le prends forcément pour moi-même aussi. C'est cool. Oui, forcément, envers soi-même. Parce que avant de s'ouvrir à l'autre, il faut savoir aussi s'aimer et être en bienveillance, soi envers soi-même. Oui, ça va tellement aller mieux dans vos relations avec les autres, dans vos relations sexuelles, dans la relation avec vous-même, que vous portez à vous-même, le respect que vous portez à vous-même, l'amour que vous portez à vous-même, le désir justement d'explorer votre sexualité, votre corps, de communiquer vos besoins, de vous affirmer, euh, de prendre conscience de sa propre valeur. L'autocompassion, apprendre à s'aimer, la bienveillance, c'est vraiment des bons outils à développer pour se rendre là. Ah, super. C'est un très beau conseil. Merci beaucoup, Catherine. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir.